Dialogue RCF Marseille 89.6. Le club de Richard Findiquian. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Lionel Royer-Perrault, bonjour. Bonjour. Et merci à vous d'être en duplex avec nous. Alors vous êtes maire des 9 et 10e arrondissements de Marseille, vice-président du conseil de territoire Marseille-Provence et président du plus grand bailleur social de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 13 Habitat. Alors actuellement, 13 Habitat se mobilise contre les incivilités qui sont malheureusement en hausse. Oui, effectivement, nous avons recensé plus de 37 000 incivilités l'année dernière, ce qui est un chiffre énorme et qui ne cesse d'augmenter. Donc, il me semblait important de prendre des mesures fortes pour pouvoir essayer d'enrayer, pour ne pas dire endiguer, ce phénomène. Et c'est vrai que en la matière, il y a, je dirais, du travail. Car il y a la petite incivilité qui est, je dirais, l'irrespect du quotidien jusqu'à des comportements qui sont juste inacceptables. Quand vous voyez que dans certaines résidences, par exemple, on jette par les fenêtres les déchets ménagers, les couches bébés, voire même les machines à laver, hein, vous m'avez bien entendu, les machines à laver qu'on balance par les fenêtres. Bon, là, on est arrivé à ce qui est tout juste inacceptable, et donc nous devons de nous mobiliser et d'agir. Alors, dans certaines cités, des locataires ont peur, paraît-il, de déposer plainte, et les habitants en seraient donc réduits à la loi du silence. Oui, c'est une triste réalité, car bien souvent, ceux qui créent ces incivilités sont des personnes qui essaient d'imposer leurs lois, essaient d'imposer quelquefois aussi leur façon de vivre, et donc
ça passe quelquefois par des comportements agressifs. Et c'est vrai que nous avons des personnes qui subissent ces comportements et qui voudraient porter plainte, mais qui ont peur de ne pas être forcément soutenues par les pouvoirs publics et donc ne déposent pas plainte. Et je dois bien reconnaître d'ailleurs qu'ils n'ont pas tout à fait tort dans les craintes qui les animent, parce que quelquefois, lorsque ils vont au commissariat pour déposer plainte, eh bien, dans les commissariats, on les incite simplement à faire des mains courantes et ne pas déposer plainte. Et ce qui, pour nous, est un problème, parce que aujourd'hui, pour enclencher une procédure d'expulsion pour une personne qui créerait, par exemple, des nuisances, qui n'aurait pas des règles d'hygiène appropriées ou qui quelquefois même serait relativement violente vis-à-vis de son entourage, eh bien, il nous faut des plaintes. Or, si les riverains, si les voisins ne déposent pas plainte, eh bien pour nous c'est quasi impossible d'enclencher la procédure d'expulsion. Donc en fait, c'est une sorte de cercle vicieux, et c'est la raison pour laquelle je m'en suis entretenu avec le préfet de police, parce que là il y a un vrai sujet, et c'est vrai que dans le traitement, je dirais, quotidien du travail des policiers, ceux-ci peuvent peut-être considérer que une plainte pour voisinage ou pour trouble de jouissance du voisinage n'est pas essentielle, mais pour nous, bailleurs, c'est quand même un élément essentiel pour enclencher la procédure d'expulsion et donc permettre de recouvrer en quelque sorte la tranquillité au sein de nos cités. Alors justement, pour encourager certains habitants à déposer plainte, vous seriez prêt à faciliter les mutations de logement pour que les habitants n'aient pas à subir les foudres de celui ou de ceux qui causent les nuisances? Oui, alors bon, vous avouerez quand même que on arrive à une situation qui est ubuesque, c'est-à-dire que on déplace la personne qui ne pose pas problème et on laisse dans le logement la personne qui pose problème. Donc en fait, on ne résout pas le problème. Et c'est pour ça que j'ai besoin du soutien du préfet de police, des services de police, pour nous aider à accepter dans les commissariats que les plaintes soient prises par les fonctionnaires de police, et de manière à ce que nous puissions enclencher les procédures d'expulsion à l'encontre de ceux qui sont à l'origine des troubles. Parce que avouez quand même que ça n'est pas une solution que de faciliter les mutations donc des personnes qui, elles, vivent dans les logements, respectent les règles de bien vivre, voire de savoir vivre ensemble, et qui sont contraintes à devoir aller habiter ailleurs parce qu'elles ne peuvent plus accepter la façon dont certains se comportent vis-à-vis de la collectivité ou vis-à-vis d'eux. Alors, les agents de paisibilité, vous dites, ça n'a pas marché et ça a coûté trop cher. Les agents de paisibilité, en tous les cas, tels qu'ils avaient été imaginés par mon prédécesseur, étaient fort peu nombreux d'abord, une petite trentaine. Ça coûtait à 13 habitats et donc aux contribuables et aux locataires 1,7 million par an, ce qui est quand même énorme. Et j'avais mandaté un de mes administrateurs, Richard Miron, pour faire une analyse de la situation. Et en fait, on en était quand même arrivé à la conclusion que un médiateur agissait à peu près 1 à 3 fois maximum par mois. Bon, je trouve que le dispositif est quand même très cher pour ce que cela permettait d'apporter. Sachant que nous avons quand même des dispositifs de médiation qui existent grâce à l'ASMAGE, qui est l'association de médiation avec laquelle nous avons conventionné et qui peut déjà apporter un certain nombre de réponses aux problèmes de voisinage bénins, on va dire. Après, nous avons, nous, bailleurs, bien évidemment, le devoir de nous organiser en interne pour mieux suivre les locataires à problème, et c'est ce que nous essayons de faire depuis la réforme que j'ai fait voter, qui est en application depuis le 1er janvier de cette année. Et puis, lorsqu'il y a véritablement des locataires qui sont récalcitrants à toute remarque, à tout rappel à l'ordre, à ce moment-là, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme, et il faut enclencher une procédure beaucoup plus forte qui peut amener jusqu'à l'expulsion. Alors, comment est née l'idée de lutter contre les incivilités à travers la réalisation d'une web-série? Écoutez, d'abord, le constat, c'est celui dont j'ai fait état, c'est-à-dire 37 000 incivilités. On sait que globalement, sur ces 37 000, bien 80% sont causés par un public plutôt jeune, et donc qui squatte les halls d'entrée. Ça peut aller jusqu'à aussi uriner dans les
dans les cages d'escalier, dans les ascenseurs, enfin bon, toute une série de dégradations diverses et variées. Et donc, nous savons aussi que c'est un public qui ne va pas prendre le temps de lire les notes que nous mettons dans les cages d'escalier, qui ne reçoit pas, comme n'étant pas locataire en titre, souvent ce sont les enfants de certains locataires, donc ils ne reçoivent pas les SMS qu'on peut éventuellement envoyer aux locataires. Donc il fallait trouver, si vous voulez, un moyen qui permette de toucher ce cœur de cible en quelque sorte. Et donc nous avons fait appel à Bengous, qui est un youtubeur bien connu marseillais, mais bien connu sur les réseaux sociaux, afin de faire passer un certain nombre de messages. Donc on a fait une petite série télévisée avec des petites scénettes. On va dans des cités très habitat, on identifie une incivilité dans chaque cité, on fait jouer les gardiens ou les agents de très habitat, voire les locataires de très habitat dans leur propre rôle, et ça permet bien évidemment de faire passer un message de savoir vivre ensemble, parce que en fait le vrai sujet c'est que on en revient toujours à la même chose, c'est un problème d'éducation à la base. Alors, lors d'une interview à la Provence, vous aviez déclaré que le plan logement du gouvernement était une menace pour le logement social et que le président de la République, Emmanuel Macron, avait une approche purement budgétaire qui reflétait une parfaite méconnaissance, disiez-vous, de la question du logement social. Oui, bah écoutez, les semaines passent et je ne change pas d'avis. Que voit-on? Bon, le président de la République, d'abord, se lance dans une réforme en profondeur du logement social. Bon, après, tout pourquoi pas, il a été élu, si c'est sa volonté, pourquoi pas. Mais d'abord, on ne se lance pas dans une réforme de cette nature sans concertation. Or, en plein été, donc en plein mois d'août, il envoie un questionnaire aux bailleurs sociaux. Vous imaginez bien qu'il n'y en a pas la moitié qui a répondu du fait des vacances, et annonce à la rentrée une réforme qui est quand même très budgétaire. En clair, il dit, écoutez, nous allons baisser les allocations logement, les fameuses APL, donc dans un premier temps 5 € de moins, et puis à partir de 2018, 60 € de moins par mois et par logement, ce qui est quand même énorme, et pour que les allocataires ne soient pas ceux qui soient les payeurs de cette mesure en quelque sorte, eh bien il dit écoutez, de toute manière ça ne coûtera rien aux allocataires, ça sera les bailleurs qui seront amenés à compenser. Bon, écoutez, ça veut clairement dire, par exemple, pour un bailleur comme Très Habitat, entre 13 à 15 millions d'euros de moins par an dans les caisses de Très Habitat, ce qui est énorme parce que ça ne peut pas être absorbé comme ça du jour au lendemain, et donc ça va avoir des conséquences, soit sur la masse salariale, soit sur les plans de rénovation urbaine ou de requalification du bâti, voire même sur notre capacité à produire du logement social. Et c'est là où c'est complètement incohérent, c'est que d'un côté on nous demande quelque part de faire des efforts, donc c'est encore de nouveau les acteurs de territoire qui font des efforts sur une politique nationale qui a été décidée unilatéralement par le gouvernement, et en même temps le président de la République nous demande de construire encore plus de logements sociaux. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, parce que si on nous enlève l'argent qui sert à construire des logements sociaux sans nous le compenser, on va avoir du mal à finir et à équilibrer nos budgets en fin d'année. Alors, quelles seront, selon vous, les populations qui seront les plus touchées par ces mesures? D'abord, celles qui sont éligibles au logement social. Je rappelle que quand même à Marseille, 80% de la population est éligible au logement social. Donc ça veut dire que celles qui sont en attente d'un logement social risquent de devoir attendre encore plus longtemps, parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas produire autant de logements sociaux. Le président de la République a fixé la barre à 40 000 logements sociaux, très sociaux par an. C'est juste inatteignable en l'état, et en même temps, ça risque de fragiliser les populations qui vivent déjà dans les logements sociaux, qui quelquefois sont dans des logements qui ont été construits il y a 40, 50, voire même plus, et qui pour lesquels nous avions prévu des plans stratégiques de patrimoine, c'est-à-dire des réhabilitations en termes de maîtrise d'énergie, ou tout simplement pour faire plus modernes les appartements. Eh bien là, il faudra très vraisemblablement lisser sur le temps tous ces travaux, parce que c'est juste pas soutenable. Très Habitat est le bailleur du département, comme vous le savez, et heureusement que nous avons d'ailleurs le soutien fort du département et de sa présidente Martine Lassalle, mais il n'en demeure pas moins que, comme nous sommes le bailleur du département, nous sommes engagés sur tous
vous m'entendez bien, sur tous les programmes de rénovation urbaine du département, ce qui est colossal. Première en rue 1 et en rue 2, sans parler des programmes de rénovation urbaine dits régionaux, ce qui est colossaux. Et donc, comment voulez-vous qu'on puisse soutenir cet effort qui nous est demandé de réhabilitation du bâti, si en même temps on nous prive des moyens budgétaires pour les réaliser? C'est juste impossible et inconséquent. Et très sincèrement, je ne comprends pas l'approche du président de la République. Je pense qu'il ne connaît pas le sujet. Lui, il a vu une équation. Il s'est dit on va faire des économies. Le budget du logement va être divisé par temps, et ce sont les bailleurs sociaux qui vont en supporter le coût. C'est une vision un peu simpliste des choses, me semble-t-il. Alors, autre point de colère, pour vous, les normes imposées dans la construction, vous dites, on se retrouve par moment à avoir des salles de bain qui sont plus grandes que les cuisines. Ah bah totalement. Totalement. Ce sont des normes qui existent déjà depuis maintenant une quinzaine d'années. Dans le neuf, quand vous construisez dans du neuf et que vous livrez des appartements dans le neuf, eh bien vous vous apercevez que les toilettes, les salles de bain sont disproportionnément grandes, on va dire, par rapport à l'espace de vie. Voilà. Alors, qu'il faille adapter des logements au handicap, afin de faciliter l'accession des personnes handicapées au logement social notamment, c'est tout à fait normal. Enfin, nous savons que, grosso modo, c'est 15 à 20% de la population qui est frappée d'un handicap. Bon, moi, ce qu'il me semble, c'est que nous ayons, quand on construit une opération neuve, eh bien, il faudrait qu'il y ait 20% des logements qui soient concernés par ces obligations réglementaires afin d'adapter le logement aux contraintes du handicap, et le reste qui soit, construit selon les normes classiques. Alors là, le gouvernement a souhaité justement réduire toute une série de normes, et très sincèrement, je trouve que c'est une bonne chose, d'autant plus que à chaque fois que vous mettez des normes, ça surenchérit le coût de la construction. C'est-à-dire qu'au final, quand vous payez une opération immobilière que vous achetez pour du logement social, eh bien, elle coûte quelquefois 1,5 fois plus cher qu'elle n'aurait coûté s'il n'y avait pas toutes ces normes. Lionel Royer-Perrault, être maire d'un secteur qui possède notamment 35 parcs et jardins, 373 écoles, qui va de La Timone jusqu'à Cassis, et qui représente en surface la moitié de Paris, c'est un travail de longue haleine pour le maire que vous êtes, mais c'est d'abord au quotidien un travail de terrain. Oui, alors d'abord c'est le travail d'un maire, je dirais très très classiquement, mais c'est vrai que le territoire est très vaste, ce qui suppose d'être très présent sur le terrain pour que les administrés aient la perception que leur maire est à leur côté. Mais il est exact que quand je suis à Timone, je suis pas au Baumette. Quand je suis au Baumette, je suis pas au Cabot. Quand je suis au Cabot, je suis pas à la Capelette. Donc c'est vrai que je me démultiplie beaucoup. J'essaie aussi de communiquer beaucoup par les réseaux sociaux afin de montrer ce que nous réalisons avec la majorité municipale et avec le soutien du député Tessier pour justement montrer que nous sommes dans un secteur qui est certes vaste, sur lequel il y a beaucoup de beaux et gros projets et sur lequel nous mobilisons, et notre mobilisation, je vous assure, elle est H24, 365 jours par an, puisque j'essaie d'être le plus le plus accessible possible auprès des administrés. Alors sur votre bureau, le dossier en haut de la pile concerne d'abord les problématiques de transport et de déplacement. Oui, c'est-à-dire que nous avons pris d'énormes retards au niveau de la métropole et au niveau de la ville de Marseille en termes de transport en commun. Je crois qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est notamment de la métropole, c'est de pouvoir avoir une vraie politique en matière de transport. Et il est exact que dans les 9e et 10e arrondissements, qui est un territoire très vaste, comme nous le disions à l'instant, eh bien, il y a la nécessité d'avoir un maillage en termes de transport en commun d'une part et de réseau viaire d'autre part, qui soit adapté et qui permettent de soutenir le développement urbain qui a été voulu par la loi SRU, qui a été voulu par la suppression des COS, donc des coefficients d'occupation des sols par une récente loi, qui font qu'aujourd'hui les droits à construire dans les 9e et 10e arrondissements sont colossaux.
Alors j'essaie de maintenir quand même cette pression urbaine parce qu'il y a quand même une limite et un équilibre à avoir, mais il n'en demeure pas moins que nous ne pouvons envisager le développement de cette ville que si nous avons les infrastructures de développement urbain qui suivent, et ça passe notamment par le tramway jusqu'aux hôpitaux sud, ça passe par le métro jusqu'à Saint-Loup, et ça passe aussi par la réalisation du boulevard urbain sud, dont les travaux ont commencé depuis une quinzaine de jours et qui vont perdurer quasiment 30 mois pour l'unique morceau Saint-Loup-Cabot, et après nous enchaînerons pour le reste. Donc autant vous dire que nous sommes dans un moment charnière quant à l'histoire et aux destinées en quelque sorte des 9e et 10e arrondissements. Pour terminer, un mot sur le cercle de réflexion que vous venez de lancer et qui s'appelle Oxygène Active. Oxygène actif, oui, mais effectivement. Oui. Écoutez, je pars du principe d'un constat qui est que la vie politique aujourd'hui, ou en tous les cas les partis politiques, ne répondent plus aux besoins de la population. Des attentes, on le voit bien, la population change, les administrés ont un rapport à la politique et aux politiques qui est radicalement différent. Je pense qu'il faut reconstruire tout ça. Alors plutôt que de le faire sous la contrainte et sous le coup de boutoir d'élections perdues, je préfère avoir une approche anticiper des choses, donc savoir comment on redéfinit la mission du politique dans cette ville, comment on gère le quotidien des gens en étant plus proche du citoyen avec les nouveaux modes de communication, et puis en même temps, ouvrir le débat d'idées. Cette ville a d'énormes atouts, elle a d'énormes talents. Je trouve qu'elle se complaint et elle se complaît un peu trop dans la critique, dans tout ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui méritent d'être modifiées ou améliorées, c'est incontestable. Enfin quand même, il y a beaucoup de choses qui avancent, et donc moi il me semble que il y a un large champ d'investigation, en tous les cas de réflexion, sur comment repenser la politique à Marseille, comment accompagner les Marseillais sur la façon de faire de la politique, mieux les faire venir à nous, et puis en même temps, réfléchir à ce que devrait être Marseille dans les 20 ou 30 années qui viennent. Voilà, sachant qu'en plus, je crois que c'est faire insulte à personne, mais je l'ai déjà dit, que on arrive à la fin d'un cycle politique, d'un cycle institutionnel, d'un cycle générationnel, qui est couplé à l'arrivée d'Emmanuel Macron et son Big Bang en quelque sorte de tous les instants. Et donc je pense que le temps est mûr pour porter cette réflexion. Merci Lionel Royer-Perrault d'être intervenu sur RCS. Merci à vous et puis à très bientôt.
C'était Le Club de Richard Findiquian. Dialogue RCF Marseille 89.6.